la matinale d'Exact sur EDJ FM. Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale. On est le jeudi 23 janvier, il est 8h30 et nous sommes en direct sur EDJ FM. Comme d'habitude, la matinale, c'est votre demi-heure d'actualité avec un point sur ce qui a fait la une ces derniers jours. Au programme aujourd'hui, notre info de la semaine sera internationale aujourd'hui puisqu'on parlera de l'investiture de Donald Trump. Il est devenu le 47e président des États-Unis lors d'une cérémonie au Capitole lundi. Thomas Gutt reviendra sur les enjeux et ce que nous a appris ce temps fort sur le mandat Trump qui commence. On reviendra aussi sur la trêve à Gaza qui a été instaurée, décision inédite dans le conflit qui a permis de libérer de nombreux otages du côté israélien comme du côté palestinien. Et puis la statue de Jeanne d'Arc à Nice continuera-t-elle de trôner sur son socle dans le quartier Borriglione ? La ville de Nice l'a fait construire mais pas dans les règles et a été épinglée par le tribunal. On fera le point sur cette affaire à la fois administrative mais aussi hautement symbolique. Puis notre invité aujourd'hui, c'est le secrétaire départemental adjoint du syndicat Force ouvrière au CHU de Nice. On évoquera avec lui les problématiques rencontrées par le système de santé dans la région, notamment depuis la hausse des cas de grippe mais surtout depuis le Covid. Cédric Vanin nous rejoindra. Vous avez les grandes lignes du programme. Avant de le dérouler, on fait un point en 2 minutes sur les dernières infos à retenir. Un combattant du djihad islamique tué hier soir par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est le premier mort officiel depuis la trêve annoncée par le Hamas et Israël. Selon l'armée, l'homme abattu constituait une menace. Elle plaide donc la légitime défense. Donald Trump durcit encore le ton à la frontière avec le Mexique. Le nouveau président des États-Unis a annoncé hier soir par la voix de son porte-parole de l'envoi de 1500 militaires supplémentaires sur place. Déjà 2200 soldats actifs et des milliers de membres de la garde nationale sont positionnés pour faire la guerre à l'immigration clandestine. Alerte à la dégradation du musée du Louvre. C'est une information publiée par le Parisien. Un rapport confidentiel rédigé par la directrice du musée à destination de la ministre de la Culture agite. Il pointe un niveau d'obsolescence inquiétant, des espaces plus étanches avec parfois un risque sur la conservation des œuvres. Dans les couloirs de l'Élysée, il se dit que des discussions sont en cours pour traiter le dossier. Bientôt la fin des avantages pour les anciens présidents de la République et Premier ministre. Actuellement, après leur mandat, ils bénéficient toujours d'un véhicule personnel, d'un chauffeur notamment. Tout cela pour un coût estimé à 2,8 millions d'euros par an. Les sénateurs ont donc adopté hier un amendement qui vise à supprimer ces privilèges pour faire des économies. Si l'amendement est conservé lors de la navette parlementaire et des débats, il pourrait être mis rapidement en application. Les sénateurs doivent voter aujourd'hui le budget 2025 dont fait partie ce texte. Et puis en foot hier, victoire du PSG contre Manchester City en Ligue des Champions, remontada des Parisiens qui étaient menés 2-0 avant de conclure le match en une demi-heure. Résultat 4-2. De son côté, Brest s'est incliné de 2-0 face au Shakhtar. Dans le ciel, il y aura du mieux aujourd'hui par rapport à hier, c'est ce que nous annonce Météo France. Ce sera un peu nuageux ce matin si vous êtes sur le littoral azuréen, du soleil dans l'arrière-pays pour l'ensemble de la journée et cet après-midi, ça va donc s'éclaircir sur la côte pour laisser place à un grand soleil. Entre 7 et 15 degrés sont attendus dans les Alpes-Maritimes au meilleur de la journée. Donald Trump est devenu donc le 47e président des États-Unis. Plus de 2 mois après sa victoire sur Kamala Harris, le républicain a prêté serment lors de la cérémonie d'investiture. Elle s'est tenue ce lundi sous la coupole du Capitole à Washington. Retour sur ce moment et ses premiers pas à la Maison-Blanche avec vous, Thomas Gutt. 46 décrets signés, 78 de son prédécesseur révoqués. C'est le bilan du premier jour de Donald Trump après son investiture. Le 47e président des États-Unis n'a pas perdu de temps avec toujours le même slogan « Make America Great Again ». L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais auparavant. Climat, immigration, transgenre, tout y passe. Objectif, détricoter la politique des 4 dernières années menée par Joe Biden, notamment sur les questions écologiques. Grâce aux mesures que j'ai prises aujourd'hui, nous mettrons fin au Green Deal et nous annulerons le mandat relatif aux véhicules électriques, sauvant ainsi notre industrie automobile et me permettra de tenir mon engagement sacré envers nos grands travailleurs américains dans l'automobile. Vous l'avez entendu, c'est mettre fin aux aides sur les voitures électriques. Donald Trump fait retirer les États-Unis des accords de Paris, tout comme de l'Organisation mondiale de la santé. Hormis le climat, le républicain s'attaque aux personnes transgenres. Il met fin à toute politique d'aide, un durcissement défendu pendant sa campagne et que Trump a clarifié durant son discours d'investiture. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera de dire qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin.
Mais c'est sur les questions d'immigration que Trump était le plus attendu. Il décrète l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique. Désormais, toute entrée illégale seront stoppées selon ses mots. C'est justement sur ce dernier point que se cristallisent les débats, Thomas, la suppression du droit du sol. Oui, Trump supprime la reconnaissance automatique de la citoyenneté pour tous les enfants nés de parents étrangers présents aux États-Unis, qu'ils soient arrivés légalement ou illégalement sur le territoire. Ce droit est pourtant protégé par le 14e amendement de la Constitution, mais le républicain s'appuie sur une autre interprétation de ce texte qui, selon lui, ne concerne pas les enfants nés de parents arrivés illégalement aux États-Unis. Plusieurs États et groupes de défense des droits civiques ont déjà saisi la justice pour contester ce décret. D'ailleurs, Donald Trump a aussi gracié, comme promis, plus de 1500 participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ça, c'est donc les fameux décrets qu'il a signés. Mais en ce qui concerne sa personnalité, ses premiers pas en tant que président ravissent autant qu'ils inquiètent. Oui, il y a d'un côté ses nombreux sympathisants. Plusieurs milliers se sont réunis dans la salle du Capital One Arena de Washington, l'occasion de fêter l'investiture de Trump sous désormais sa célèbre musique. YMCA, vous l'avez reconnu, mais de l'autre côté, l'inquiétude monte chez une partie des Américains et une partie du monde. Quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, des milliers de manifestants défilaient déjà dans les rues de la capitale. Des mouvements qui se sont poursuivis au moment du discours du nouveau président. Pourtant, le mandat ne fait que commencer. Thomas Gutt. Un cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur dimanche dernier. Durant cette journée, 3 otages israéliens ont été libérés ainsi que 90 détenus palestiniens. Après 15 mois de conflits extrêmement violents, il s'agit de la première phase de l'accord entre Israël et le Hamas. Vicky Varroquier. Dans la bande de Gaza, les combats et les bombardements se sont enfin arrêtés. L'objectif, permettre un retour progressif des Palestiniens déplacés tout en facilitant l'accès à l'aide humanitaire. Mais pour les Gazouis, cet arrêt des hostilités ressemble davantage à une pause temporaire qu'à une véritable fin des souffrances. Selon les Nations Unies, 92% des logements ont été détruits. C'est plus de 2 millions de Palestiniens qui se trouvent dans une situation d'urgence. Pour répondre à ces besoins, 600 camions d'aide humanitaire devraient entrer chaque jour. Un soulagement qui reste néanmoins insuffisant face à l'ampleur des dégâts. Une prochaine phase de libération de 6 semaines est prévue le 25 janvier. Effectivement, un haut responsable du Hamas a annoncé cette nouvelle phase. Elle devrait débuter ce samedi avec la libération de 33 otages israéliens. Par la suite, le plan prévoit que 3 à 4 femmes soient relâchées chaque semaine. En contrepartie, Israël s'engage à libérer 1900 prisonniers palestiniens supplémentaires. Une première liste de 734 détenus retenus comme libérables a déjà été publiée par l'État hébreu. Le Hamas et Israël ont également un terrain d'entente concernant 296 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité. Parmi eux, 236 devront quitter le territoire et être déportés principalement vers le Qatar ou la Turquie. Le président Donald Trump a d'ailleurs fait part de ses doutes sur la solidité de la trêve. Alors sur le plan international, Washington, principal allié d'Israël ainsi que les membres du G7, ont appelé les deux parties à aller plus loin et à travailler sur une paix durable. Cependant, le Premier ministre israélien a tenu à rappeler qu'Israël se réserve le droit de reprendre les combats si nécessaire. La prochaine étape des négociations sera cruciale. Elle vise à mettre fin définitivement à la guerre et à garantir la libération de tous les otages. Mais ces discussions qui devraient s'étaler sur environ 6 semaines laissent encore planer beaucoup d'incertitudes sur l'avenir du conflit. Les précisions de Vicky Varroquier. Faut-il ou non déboulonner la statue de Jeanne d'Arc à Nice ? C'est ce qui fait débat, on en entend parler même dans les médias nationaux. La mairie de Nice a construit une statue sans respecter la loi de mise en concurrence. Le tribunal administratif ordonne donc le retrait de la statue, mais la ville se défend. On en parle quand on revient, juste après Dasha. Voici Austin sur EDJ FM, il est bientôt 8h40. We had a plan, move out of this town, baby, west to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone. All throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your
habits. Did you go back, go bashing? I loved you, how tragic. Oh, did your glue stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? It's your alibi. I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. C'était Dasha avec son titre Austin sur des JFM. La statue Jeanne d'Arc bientôt déboulonnée, c'est la décision rendue par le tribunal administratif de Nice le 14 janvier dernier. Elle trône depuis le 19 décembre à Borriglione, mais n'aurait pas été fait dans les règles, Hugo Petitjean. Le 2 octobre 2023, la régie Parc d'Azur conclut un contrat avec les ateliers Missor pour concevoir une statue de Jeanne d'Arc. Valeur de l'ouvrage 170 000 € hors taxe. Problème, la ville de Nice n'a pas lancé d'appel d'offres pour ouvrir le marché à la concurrence, comme cela doit être le cas pour toute dépense publique au-delà de 40 000 € hors taxe. Une aberration pour l'élu d'opposition écologiste à Nice, Jean-Christophe Picard. Ça montre un degré soit d'incompétence, soit de nonchalance assez dingue pour une ville de cette taille. C'est quand même pas compliqué de respecter le code de la commande publique. Même si on est à Nice, on fait des mises en concurrence. Ça permet d'avoir la meilleure œuvre d'art au meilleur prix. Jean-Christophe Picard qui a saisi le procureur de la République pour délit de favoritisme contre Gaël Nofri, c'est le président de la régie Parc d'Azur. Il est donc responsable aux yeux de la loi. De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif pour demander le respect de la loi. L'institution a rendu son jugement, le contrat est annulé et un retour à l'état antérieur est imposé. La ville de Nice s'oppose à cette décision et a fait appel. Elle a aussi appelé les Niçois à prendre en charge le financement et le maintien de la statue. Ce qui fait débat sur ce sujet, c'est aussi le symbole véhiculé par le déboulonnement de la statue. Oui, certains politiques se sont insurgés contre ce retrait, à l'image des politiques d'extrême droite, comme l'élu d'opposition Philippe Vardon, soutien de Marion Maréchal. Le parti Reconquête indique sur X refuser cette décision hautement symbolique et a lancé une pétition. Ils estiment que ce qui a motivé le déboulonnement, c'est la volonté de ne pas honorer le personnage de Jeanne d'Arc, figure glorifiée principalement par les personnalités politiques de droite. Dans cette histoire, la neutralité de l'atelier Missor est également remise en cause, certains estimant que l'atelier est plutôt orienté à droite. Bref, c'est un véritable combat idéologique qui est mené. De son côté, le président de la régie Parc d'Azur a qualifié cette décision de dérive woke, ce qui a fait réagir Jean-Christophe Picard. Gaël Nofri qui dit que c'est une dérive wokiste. Il faut quand même s'interroger sur la pertinence de maintenir des responsables politiques qui sont capables de dire ce genre d'ânerie quand même. Hein. Christian Estrosi, il fait du Christian Estrosi. Moi, si j'étais maire de Nice et que j'ai un adjoint qui fait ce genre de bourde, moi, il saute. Il est limogé. Mais c'est Christian Estrosi, donc les gens sont maintenus en poste et puis c'est pas grave, c'est les contribuables qui vont payer. À l'heure actuelle, la ville de Nice n'a toujours pas procédé au retrait de la statue. Si elle n'agit pas rapidement, le tribunal pourrait la pénaliser financièrement. Elle s'est exprimée dans des communiqués mais n'a pas souhaité réagir sur Exact. La préfecture non plus ne fait pas de commentaires, même si elle précise par mail qu'un courrier préfectoral va être adressé à la régie Parc d'Azur pour lui rappeler qu'elle doit exécuter le jugement sans délai. Depuis la tentative de censure du gouvernement de François Bayrou, les partis de gauche se déchirent. Le Parti socialiste n'avait pas voté la motion, contrairement au Nouveau Front populaire, ce qui a conduit la France insoumise à affirmer que le PS n'avait plus sa place au sein du NFP, ce qui affaiblirait pourtant le groupe. Pour Olivier Salerno, représentant LFI à Nice, la disparition du NFP n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que personne n'a envie et n'a intérêt à ce que le NFP soit mort, et on le voit d'ailleurs parce que en ce moment, un peu partout en France, il y a des réunions pour les élections municipales qui commencent à avoir le jour. Au tout début du NFP, il y a quand même une pression populaire qui montre que il n'y a pas intérêt à ce que le NFP soit mort. Des propos recueillis par Juliette Goubert, article complet avec d'autres réactions à retrouver dans quelques heures sur exactinfo.fr. En basket, c'est une actualité qui fait vibrer Paris cette semaine. Dès aujourd'hui, les NBA Games investissent l'Accor Arena, un rendez-vous immanquable pour les fans de ce sport, avec cette année la présence d'un certain Victor Wembanyama, Jules Stéphos. Le prodige français, désormais star incontesté des San Antonio Spurs, est au cœur de l'attention.
Wembanyama ou Wemby pour les intimes, a su transformer ces 2 matchs en un véritable festival de basket. Son retour sur ses terres natales ne pouvait pas passer inaperçu, et il a choisi de marquer le coup en lançant un jeu inédit à la destination de ses supporters. La récompense, 10 places pour les matchs opposant son équipe, les Spurs, aux Indiana Pacers. Alors dites-nous en quoi consistait ce jeu ? La star française a créé une véritable chasse au trésor numérique. Il a mis en ligne dimanche dernier des codes de géolocalisation menant à 5 murs d'affichage situés à Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon et Lille. Cependant, les premiers arrivés sur les lieux de la chasse au trésor ont vite déchanté, en découvrant que le QR code affiché les menait seulement vers un tirage au sort. Le point positif ? Une fois les QR codes rendus visibles, il est possible pour une personne qui n'habite pas dans une de ces 5 grandes villes de gagner. Bon, dites-nous quel est le programme pour le basketteur cette semaine ? Après une séance de dédicace à Nanterre, où il a retrouvé le club qui a marqué ses débuts, le joueur des Spurs s'est rendu à plusieurs événements parisiens. Au programme, une présence remarquée à la Fashion Week de Paris, où il a assisté à des défilés en tant qu'invité d'honneur, et un passage au Parc des Princes pour supporter son club de cœur, le Paris Saint-Germain, dans un match déterminant contre Manchester City. Et sa semaine se clôture en apothéose avec les 2 matchs des NBA Games, ce soir et samedi, qui opposera son équipe, les San Antonio Spurs, aux Indiana Pacers. Ces rencontres disputées à l'Accor Arena de Paris seront l'occasion pour le jeune prodige de briller devant un public français venu nombreux pour l'acclamer. Victor Wembanyama, fidèle à son image, salue l'engouement qui l'entoure tout en gardant un focus constant sur son jeu et son équipe, bien décidé à offrir un spectacle mémorable à ses supporters. Les précisions de Jules Stéphaux. Depuis plusieurs semaines, la grippe mobilise les soignants dans les hôpitaux. En région PACA, les indicateurs hospitaliers et de décès liés à la grippe sont élevés par rapport à d'autres régions. Justement, pour parler de la situation des hôpitaux chez nous à Nice, on reçoit ce matin Cédric Vanin, le secrétaire général adjoint du syndicat Force Ouvrière au CHU de Nice. Bonjour. Bonjour. Alors selon Santé publique France, plus de 7% des passages aux urgences en PACA se font pour une grippe ou un syndrome grippal. Est-ce que l'épidémie est plus virulente que l'année précédente ? Oui, effectivement, cette année, l'épidémie est très virulente. On l'a vu avec le nombre d'hospitalisations en forte hausse. Nous avons atteint des pics à plus de 250 passages par jour aux urgences. Et nous avons été obligés d'ouvrir des lits supplémentaires parce que nous sommes passés en vigilance 3 au niveau de l'hôpital en tension. L'hôpital en tension, ça veut dire qu'on a 3 niveaux de vigilance. Et le niveau 3 nous oblige à ouvrir des lits pour pouvoir hospitaliser, parce que nous manquons de lits d'hospitalisation, malheureusement. Justement, on imagine que ça représente donc un afflux de patients supplémentaires et donc une mobilisation de moyens supplémentaires pour vous. Les soignants doivent s'adapter ? Oui, il faut s'adapter. Quand on ouvre des lits, il faut mobiliser les soignants. On a été obligé de mobiliser 6 IDE et 6 aides-soignantes pour pouvoir faire face justement à l'afflux de patients qui arrivaient aux urgences au CHU de Nice. Alors l'une des explications qui fait que la grippe est un peu plus importante cette année, c'est le fait que les Français sont un peu moins vaccinés que les années précédentes, mais c'est aussi du côté des soignants, moins de 20% des soignants à l'hôpital qui se sont fait vacciner contre la grippe l'hiver dernier, selon la Haute Autorité de Santé. Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a dit que la vaccination obligatoire pour les soignants n'était pas une question taboue. Est-ce que c'est pas aussi un des problèmes qui fait que l'hôpital est sous tension ? Non, je ne pense pas. Après, la vaccination, c'est un sujet. On l'a bien vu avec le Covid. Maintenant, on sait très bien que les gens qui arrivent aux urgences pour la grippe, ce sont particulièrement des patients de plus de 65 ans qui sont fragiles ou qui ont des problèmes de santé très, très compliqués. Maintenant, non, la grippe, aujourd'hui, on a rencontré un problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec l'épidémie en pleine vacances scolaires. Et du coup, la médecine de ville n'était pas présente. Donc la surcharge a été mise sur les urgences, car les centres de santé étaient fermés, les médecins étaient fermés. Donc c'est surtout ça l'impact cette année qui a surchargé les hôpitaux. Mais comment expliquer le fait que les soignants sont un peu moins vaccinés qu'est-ce qui explique ce chiffre assez bas finalement ? Après les vaccins à l'hôpital, donc à l'hôpital nous sommes vaccinés quand même assez souvent. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vaccination du Covid a freiné quand même certaines ardeurs. On le voit très bien. Après la vaccination, moi je suis vacciné. La vaccination c'est un sujet. Et je pense que les hospitaliers, le personnel soignant est quand même assez vigilant là-dessus et se vaccine.
La situation tend un peu à s'améliorer quand même ces derniers jours. On estime à peu près que le pic devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'on peut dire que le pire est passé ou il y a encore à voir aux urgences ? Alors le pire est passé au niveau des hospitalisations. L'activité est encore là, on a encore pas mal de patients qui viennent aujourd'hui aux urgences pour la grippe. Nous avons fermé depuis quelques jours l'hôpital en tension, vu qu'il y a moins de patients sur le CHU. Mais on reste vigilant. On reste vigilant parce qu'on sait très bien que les épidémies, aujourd'hui, c'est la grippe. Demain, ça peut être la gastro, ça peut être la bronchiolite dans les services de maternité et pédiatrie. Donc on est toujours en tension à l'hôpital de Nice. Justement, vous avez dit quelques bonnes nouvelles sur la situation qui tend à s'améliorer, mais bon, ça reste compliqué, vous l'avez dit, vous restez vigilant. C'est un problème structurel qui dure depuis le Covid, finalement. Oui, c'est un problème structurel qui dure depuis le Covid, et je pense qu'on n'a pas retenu les leçons. Aujourd'hui, on a bien vu que l'hôpital, sans tous les agents, et quand je parle de tous les agents, c'est pas que les soignants, l'hôpital, hein, c'est les administratifs, les ouvriers, les techniques. Et on a bien vu que sans ces personnels-là, on rencontre des difficultés, on n'arrive pas à avancer. Donc quand on ferme des lits, on supprime des postes, on se dit que les prochaines épidémies qui vont revenir, on n'aura pas les moyens d'y faire face. Et c'est ça qui est vraiment difficile aujourd'hui à accepter. Vous disiez que même encore aujourd'hui, déjà aujourd'hui, c'est une perte de chance pour les patients dans certains cas ? Bien sûr, c'est une perte de chance quand vous restez plus de 24 heures aux urgences sur un brancard, faute de lit d'aval, et qu'on ne peut pas vous hospitaliser, c'est une perte de chance. Et on l'a bien vu avec la grippe, on est obligé d'ouvrir des lits en urgence, et c'est pas normal. Alors justement, vous parlez de la mobilisation du personnel. Ce qui est compliqué aussi pour les hôpitaux, c'est justement ça, c'est de recruter avec des chiffres de recrutement qui sont déjà un petit peu flous. Déjà, on sait pas vraiment combien de soignants sont embauchés aujourd'hui. Enfin, on sait pas représenter le côté RH en fait des soignants aujourd'hui, quoi. Alors c'est un peu aléatoire, ça dépend. On nous annonce des chiffres. Hein. Au dernier bilan social, on nous a annoncé à peu près plus de 110 hospitaliers soignants embauchés. Mais bon, bien sûr, on sait très bien qu'il y a un turnover important. On sait très bien qu'il y a beaucoup de départs. Il y a beaucoup de gens qui partent en formation, des démissions, des dispos. Donc les chiffres sont pas... Voilà. Et c'est des chiffres de 2023. Donc pour 2024, on ne sait pas trop où on en est. Mais bon, voilà, l'attractivité aujourd'hui, elle est, à l'hôpital de Nice, elle est très difficile. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une ville où la vie est très chère. Les loyers sont très chers et l'attractivité, elle passe par là. On manque de logement, on manque de places en crèche. La vie est chère. On n'a pas les transports gratuits comme dans certaines régions. Et tout ça fait que ça freine aussi les embauches. Et c'est sur ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Et de manière générale, à l'échelle nationale aussi, c'est compliqué de recruter parce que le métier des soignants est pas très attractif finalement aujourd'hui. Il attire plus beaucoup quand on voit les contraintes dans les services, la difficulté à faire des plannings, à concilier la vie professionnelle, la vie privée, des horaires en 12 heures, des horaires en 7h42, des changements de planning à 24 heures. C'est plus possible. Et aujourd'hui, tout ça fait qu'il y a un impact sur l'impact sur l'attractivité. Et les hospitaliers, c'est un métier qui n'attire plus comme avant. Et vous le disiez, en plus, par rapport à la mobilisation des soignants, beaucoup sont mobilisés en heures supplémentaires. En fait, on ne recrute pas forcément, mais on rajoute une charge de travail aux soignants qui sont déjà là. C'est ça. Aujourd'hui, les heures supplémentaires, ça représente plus de 300 postes en moins à l'hôpital. Pour les hôpitaux en tension, on l'a bien vu, les embauches ont été faites sur de l'intérim. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des enveloppes qui sont là pour payer ces heures sup. Mais nous, ce qu'on demande, c'est de l'embauche. Parce qu'avec de l'embauche, on n'arriverait pas à ces situations-là. On pourrait faire tourner des services plus facilement. Vous disiez par téléphone, quand on s'était entretenu, on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est ça. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, on enlève d'un côté pour mettre de l'autre, mais on ne règle pas de problème. On ne règle pas de problème et ça crée des tensions. Ça crée, et l'hôpital de Nice, c'est la vitrine de la ville de Nice. Hein. On est le deuxième employeur de la ville de Nice. C'est très important. Et la santé, pour moi, elle n'a pas de coût. Il y a une proposition de loi qui va être examinée cet après-midi à l'Assemblée nationale en deuxième lecture qui prévoit la création de ratios de personnel par malade.
c'est une mesure qui est soutenue par plusieurs soignants. Est-ce que c'est votre cas ? Bien sûr, le ratio patient-soignant, c'est un sujet depuis des années au syndicat, surtout à Force ouvrière. On se bat pour qu'on ait un ratio en adéquation avec la prise en charge des patients. Parce qu'avoir une infirmière pour 8, voire 10 patients par jour, c'est pas possible. On ne peut pas prendre soin des patients en ayant très peu de moyens, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va changer finalement ? Qu'est-ce que cette mesure pourrait apporter Cette mesure elle va apporter de l'embauche, automatiquement. Si on augmente les ratios, on va apporter de l'embauche. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour prendre la prise en charge du patient. C'est le sujet numéro 1. C'est le sujet numéro 1 pour tous les soignants. C'est prendre soin des patients. Donc pour ça, il faut être auprès de lui et pas courir à droite, à gauche ou être derrière un ordinateur à faire de l'administratif. C'est pas le cœur d'un métier de soignant. À Nice, il y a un projet. Alors, on sait déjà que le CHU de Nice est le plus fréquenté de France. Il y a un projet aussi de méga hôpital à plus de 500 millions d'euros qui devrait être livré en 2031 ou 2032. Ce sera situé dans la plaine du Var. L'objectif, c'est de réunir 3 établissements de santé qui existent déjà, la Cassagne, Cimier et l'Archer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, vous savez, les projets à long terme, déjà qu'on ouvre le nouvel hôpital, la nouvelle aile sur Pasteur, qui va être un hôpital dans la ville, avec plus de 500 lits supplémentaires. Il va avoir 80 places d'ambulatoire, on va avoir 40 places en unité de chirurgie ambulatoire, 30 salles de bloc. Voilà, c'est un coût. Maintenant, il faut que cette nouvelle unité fonctionne en mettant des moyens, comme je le rappelais tout à l'heure. Et après, pour le nouvel hôpital, on verra comment ça va se passer. On sait très bien qu'aujourd'hui, on travaille sur du court terme, parce que le long terme, on ne peut pas s'y projeter. Aujourd'hui, il faut mettre les moyens sur le court terme. Après, si demain, il y a ce nouvel hôpital qui va être mis en place, on verra comment on va s'organiser. Si on peut récupérer de l'attractivité, si on peut récupérer des services, comme la pédiatrie qu'on a perdu depuis des années, la cardio aussi, qui est à Monaco aujourd'hui, tous ces services-là, si on peut les récupérer, tant mieux pour le CHU de Nice. Vous parliez de la nouvelle aile, là c'est une extension en fait de l'hôpital. Est-ce qu'on a une date ? On nous avait dit qu'elle devait être livrée en début de cette année, là, 2025. Alors on a une date, on a les premiers déménagements qui vont se faire à partir de mars, mais les unités vont ouvrir vraiment à partir de septembre. Voilà, à partir de septembre, ça sera vraiment en activité et on pourra accueillir les patients dans ces nouvelles unités et dans toute la nouvelle aile de l'hôpital. À partir de septembre, je pense que ça sera effectif. Bon, pour vous, ces annonces, c'est plutôt positif. C'est pas forcément des politiques tape à l'œil, de la grande annonce. Non, sans... c'est positif parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer de nouvelles unités, d'avoir une meilleure prise en charge pour les patients. Mais avec tout ça, il faut des moyens humains à côté. C'est surtout ça qu'il faut, des moyens humains et de l'embauche. Merci beaucoup Cédric Vanin, secrétaire départemental adjoint du syndicat Force ouvrière au CHU de Nice. Merci. Juliette Goubert, on finit par un point culture avec vous. Je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Voici une des phrases marquantes de Gérard Holtz. Après plus de 30 ans à commenter les grandes compétitions cyclistes, il se lance sur scène pour partager ses nombreuses histoires et anecdotes autour du vélo. Vive le sport, vive le vélo est le titre de son tout premier spectacle. Passionné de cyclisme et fan de Gérard Holtz, rendez-vous ce samedi 25 janvier à 20h au Théâtre de la Tour à Nice. Nouvel an, dragon, tradition chinoise, cela vous évoque le nouvel an lunaire et vous avez raison. Rendez-vous à Cap 3000 pour célébrer ensemble cet événement qui met à l'honneur les racines chinoises. Au programme spectacle, découvertes culturelles et gastronomiques, cet événement convivial est ouvert à tous. Alors qu'attendez-vous ? Rendez-vous ce samedi de 14h30 à 17h à Cap 3000. Inspiré et soufflé, après une semaine bien remplie, quoi de mieux qu'une séance de yoga pour bien démarrer le week-end ? Accessible à tous les niveaux, cette session de 2 heures vous offrira un moment de relaxation et de bien-être dans le cadre magnifique du château de Créma à Nice. La séance débutera ce samedi à 9h30 pour un tarif unique de 11 €.
Profitez-en pour vous détendre et recharger les batteries. J'espère, Hugo, que cette dernière chronique aura su vous apporter un moment d'apaisement et d'évasion, ne serait-ce que pour quelques secondes. On a envie d'aller se recoucher là en fait, finalement. Merci beaucoup Juliette Coubert pour cet agenda. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Elle sera disponible dans quelques heures en replay sur exactinfo.fr. Vous pourrez donc écouter l'émission en intégralité. Vous pouvez aussi écouter chaque chronique en podcast sur vos plateformes habituelles. Merci à notre équipe du jour. Merci à Bastien Rag à la réalisation de cette émission. Vous le retrouvez tous les mardis à 18h15 avec son équipe pour Azurément Sport. Très bonne journée à vous tous et l'info continue sur exactinfo.fr.